de sourds entre le délégué du gouvernement et ceux du M23 à Kampala. C'est le cas de le dire. Les deux parties fondues sur place au point de faire dire aux observateurs avertis qu'il est pour parler de la capitale ougandaise des vrais sauf miracles de dernière minute accouché d'une souris. Pendant ces temps, Fridolin Lekashishi revient d'une tournée de l'Est du pays. Le ministre en charge des infrastructures se rendu à Goma et Bukavu dans le but d'inspecter les différents chantiers de réhabilitation de la voirie urbaine. Vous allez le voir, tout avance plutôt bien malgré la situation particulière que traverse cette partie du pays. Encore un incendie au centre-ville. Le 9e niveau de l'immeuble qui abrite le siège de la SNEL a pris feu ce vendredi en début d'après-midi. Les raisons ne sont pas jusqu'ici connues. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire. Enfin, les responsables de la MONUSCO étaient ce vendredi à la paroisse Sainte Scolastique de Barumbu pour sensibiliser la population sur le danger de l'enrôlement des enfants dans le groupe armé. Cette tribune d'expression populaire a coïncidé avec la célébration de 10 ans d'existence de cette paroisse catholique située à quelques mètres du camp militaire Ndolo à Barumbu. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir. D'abord, cette nouvelle, 4 personnes ont trouvé la mort au cours d'un accrochage survenu dans la nuit de jeudi à vendredi aux environs de l'aéroport de Lubumbashi, dans la province du Katanga. Parmi les victimes, on compte 3 assaillants et un militaire de la garde républicaine. Il y a également des blessés de part et d'autre de sources sur place accuse des inciviques arrivés à bord d'un véhicule d'avoir ouvert le feu sur une patrouille mixte composée d'éléments de la police, de FARDC et de la garde républicaine. Les négociations politiques contre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23 Kampala en Ouganda sont ajournées jusqu'au 4 janvier 2013. Le facilitateur et ministre ougandais de la Défense, Crispus Walter Kiyonga, a pris cette décision ce vendredi 21 décembre avec le consentement des parties en raison de fêtes de fin d'année. Ce vendredi à Kampala, Crispus Kiyonga a rappelé que l'objectif ultime de pourparler est de parvenir à une paix durable dans l'est de la RDC. Au stade actuel, un consensus doit encore être trouvé sur le cessez-le-feu dont la délégation rebelle fait un préalable avant la poursuite de pourparler, une demande rejetée par la délégation gouvernementale. Les négociations entre le gouvernement et les rebelles du M23 sont dans un cul-de-sac. Pomme de discorde de la signature d'un cessez-le-feu entre les deux parties. D'un côté, le gouvernement refuse de s'engager avec une force négative appelée à être combattue par l'ensemble des nations civilisées du monde. De l'autre, le M23 fait du cessez-le-feu un préalable à la poursuite de pourparlers. Les visions étant diamétralement opposées, il y a lieu de dire, sans jouer au devin, que Kampala pourrait déboucher sur une issue heureuse. Anita Luamboa. Les négociations entre le gouvernement et le M23 sont dans un cul-de-sac. Pomme de discorde, la signature d'un cessez-le-feu entre les deux parties. D'un côté, le gouvernement refuse de s'engager avec une force négative appelée à être combattue par l'ensemble des nations civilisées du monde. De l'autre, le M23 fait du cessez-le-feu un préalable à la poursuite des pourparlers. Les visions étant diamétralement opposées, il y a lieu de dire, sans jouer au devin, que Kampala ne pourra déboucher sur une issue heureuse. C'était prévisible et le contraire aurait étonné. Les esprits avertis l'avaient même prédit. On devait s'attendre logiquement à rien de la capitale ougandaise. Selon des informations recoupées, rien ne semble aller à Kampala où la délégation partie de Kinshasa et le M23 ont choisi de multiplier des actes qui ne favorisent pas des avancées dans les pourparlers engagés depuis plus d'une semaine. Entre les deux parties, c'est le dialogue des sourds. Le M23 particulièrement s'illustre par des exigences inacceptables sur le plan du respect des textes légaux régissant le pays, voire de la morale ou de l'éthique. Ayant obtenu grâce à la CRJL l'examen de leur grief jugé légitime, le M23 en demande toujours plus. Les rebelles ont rejeté le point 4 du règlement intérieur des négociations au motif que cette disposition exigeait que les discussions se fassent dans le strict respect de la Constitution de la République et de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. De même, ils ne cessent de réclamer l'administration de la ville de Goma. Des demandes que les délégués du gouvernement ne peuvent concéder au risque de se voir accusés de trahison. Ces négociations donnent à penser qu'il existerait des accords secrets.
personne n'ose le mettre sur la place publique du fait d'être secret. Ces accords n'engagent ni les institutions de la République, ni le peuple congolais en sa qualité de souverain primaire, et ceux qui s'accrochent à l'application de tels accords ne pourraient pas se prévaloir d'être des Congolais. Le saupoudrage a assez duré, il ne peut plus résister à l'usure du temps. Il en est de même du plâtrage qui a enveloppé tous les groupes armés créés par les agresseurs. Il se désintègre au fil des jours. La menace des FDLR, les Tutsis mal aimés en RDC, fondent comme de la cire au soleil. Mais têtus comme des mules, les agresseurs ne cessent d'imaginer d'autres arguments pour éterniser leur présence sur le territoire congolais en espérant un jour le balkaniser. Dans ces conditions, les FARDC doivent redoubler de vigilance et s'accorder à se tenir prêtes pour la défense de la capitale du Nord Kivu, non seulement contre les M23, mais aussi contre des tirs qui viendront du Rwanda. L'option militaire, levée par le chef de l'État, fait donc ressortir le besoin de renverser le rapport des forces à la table de négociation, mettant ainsi en premier lieu les revendications légitimes de tout un peuple humilié par tant de trahison de la part de certains de ses fils à qui des responsabilités d'État sont confiées. Les intellectuels congolais réfléchissent depuis jeudi sur les pistes de solutions pouvant mettre définitivement fin à la guerre en RDC. Les champs d'action a été étendu aux conflits et crises qui voient le jour dans le continent africain. Proposer des perspectives et alternatives, c'est le souhait du ministre de l'Enseignement supérieur qui a ouvert ce séminaire organisé avec les concours de la Fondation Konrad Adenauer et l'Institut de recherche de l'Université de Kinshasa à Donchemisi et Dieu merci ce cas. La guerre économique et paix en Afrique. Autour de ce thème, les scientifiques et autres intellectuels rivalisent d'arguments. Déjà, le ministre de l'Enseignement supérieur a fixé le cap. Bonaventure Tchelo, se référant à la situation qui prévaut dans la partie orientale de la RD Congo, demande aux participants à ces journées de réflexion d'évaluer les obstacles à la paix durable, de sonder les possibilités d'éliminer la guerre. C'est pour vous un réel mérite que de pouvoir réfléchir sur l'avenir et le devenir non seulement de notre pays, la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique, malgré diverses contraintes et en ce moment où notre pays, la République démocratique du Congo, se trouve confronté dans sa partie orientale à une insécurité généralisée provoquée par des milices armées de toutes sortes, soutenues directement ou indirectement par les pays voisins, notamment par le Rwanda. Les orateurs, sans être complaisants, dénoncent le mal. Pour le professeur Sabakinou, les États riches font l'objet de convoitises qui poussent certaines nations à créer l'instabilité. Le professeur Eli Kiambokolo dénonce, lui, la succession des guerres qu'a connue l'Afrique tout entière. Comme l'une des voies de sortie, il propose la formation des spécialistes en diplomatie. À l'unanimité, les scientifiques déplorent le fait de ne pas être consultés quelquefois par les politiques. Double audience à la Cour suprême de justice. Les avocats de Jean Bamanissa, dont l'élection est contestée par Jeff Lyoto, et ceux de Deo Koussou, qui contestent l'élection de Jacques Mbadou, se sont affrontés ce vendredi devant la Haute Cour pour soutenir leurs prétentions. L'affaire est prise en délibéré. L'arrêt de la Cour suprême de justice tombe sauf changement de dernière minute, selon dit Monulfo Bosso et Pati Alouma. Dans leur plaidoirie, les avocats de Jeff Mboula Lyoto qualifient les scrutins d'irréguliers par le simple fait que la CENI avait apporté 106 bulletins de vote au lieu de 96. Ils soutiennent qu'il y a bel et bien eu tricherie. Un autre argument développé par ces avocats, c'est l'absence de signature d'un membre de la CENI dans l'un des procès-verbaux. En conséquence, ils demandent à la Haute Cour d'annuler les résultats de cette élection. Dans leur réplique, les avocats de Jean Bamanissa ont fait constater à la Haute Cour que le candidat Jeff Lyoto, qui avait obtenu 0 voix et éliminé au premier tour, ne s'attaque pas à l'arrêt de la Cour d'appel de Kisangani qui proclame Bamanissa gouverneur élu de la province orientale, mais plutôt au premier arrêt de cette juridiction qui avait constaté les désistements de l'appel interjeté par les candidats de la majorité présidentielle. La défense de Bamanissa demande à la Cour suprême de justice
de déclarer cette requête irrecevable. Vous avez suivi que la Cour a insisté sur le fait que la matière requiert célérité et que pour la journée, pour l'audience de lundi, le ministère public devait lire son avis écrit et ensuite la Cour devra se prononcer. Donc nous ne préjugeons pas sur la décision de la Cour. Qu'à cela ne tienne, nous sommes confiants et même très confiants parce qu'il n'y a pas eu de... Dans un autre contentieux, Déon Koussou s'oppose à l'élection de Jacques Mbadou. Les avocats du gouverneur sortant ont déclaré que les dernières élections organisées à Matadi étaient irrégulières car convoquées au-delà du délai constitutionnel. Bien plus, certains députés qui avaient pris part au vote s'étaient présentés sous une autre étiquette aux dernières législatives. Argument balayé d'un revers de la main par les conseils de Jacques Mbadou qui a démontré que la majorité présidentielle n'avait pas qualité d'ester en justice faute de personnalité juridique et le secrétaire général de ces regroupements politiques n'était pas notifié pour l'engager. Les deux affaires ont été prises en délibéré. La Cour ne se prononcera qu'après l'avis du ministère public prévu pour lundi 24 décembre prochain. L'ancien chef de milice congolais Mathieu Ngunjolo, acquitté mardi par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, a été libéré aujourd'hui en fin d'après-midi. L'annonce a été faite ce vendredi par Sonia Robla, chef de la section d'information publique et documentation de la Cour. Autre chose à présent, l'Organisation des travailleurs unis du Congo, OTIC, est dépris ce vendredi en congrès extraordinaire. Les participants ont 2 jours pour évaluer leurs activités de l'exercice qui s'achèvent avant de proposer les actions à réaliser l'année prochaine. Les travaux se tiennent au centre Bondeko à Limete, Oscar Bakandoa et Evelyne Chibola. Ces assises se tiennent à un moment particulièrement difficile pour l'Est de la République démocratique du Congo. Dans son discours d'ouverture, le président de l'OTUC présente un tableau pour le moins élogieux du parcours de ce syndicat en activité depuis 23 ans. La chose la plus importante, c'est que tout va concourir à que va être l'OTUC dans 30 ans d'ici. Et le 2e congrès ordinaire, ça c'est très important. Les matériaux qu'on rassemble. Et ça, c'est les congressistes qui décident. Je n'anticipe pas parce que je peux pas dire ce qu'eux vont décider. Et ça découle aussi de la particularité de l'OTUC qui veut que c'est les travailleurs qui décident, ce n'est pas le président, ce n'est pas les permanents syndicaux de la permanence syndicale. Ce sont des camarades ici qui vont le faire. Et le congrès ici est présidé d'ailleurs par des camarades travailleurs et pas par le président. C'est à quoi nous nous attendons, à ce que les recommandations qui vont être formulées ici, quand ça passe au 2e congrès, les décisions qui vont être prises vont propulser l'OTUC à la première place des organisations syndicales du pays. Ce syndicat national à tendance libérale est le seul qui progresse. Et depuis, il n'a cessé de voir croître le nombre de ses délégués élus. L'OTUC occupe à ces jours une place de choix grâce à sa crédibilité, sa bonne gouvernance et la confiance que lui font ses affiliés. La Société nationale d'assurance a une fois de plus fait le bonheur de ses clients. Au total, 131 dossiers ont été traités et payés, dont 14 à Bukavu. Il s'agit des assurances incendie, vie et automobile. De quoi faire le bonheur des heureux bénéficiaires qui voient à travers cet acte le rétablissement de leurs droits. Suivez. Ils arrivent au lieu du rendez-vous avec une mine grise. Après quelques minutes de formalité, c'est la joie. Toutes ces personnes peuvent enfin se dire heureuses. La SONAS paye cash leurs indemnités dues aux différents sinistres dont chacun des bénéficiaires a été victime. Ici à Bukavu, l'ambiance est celle du grand jour. Cet homme a des mots justes pour reconnaître le travail abattu par la SONAS. Pour les gens qui passent par les sinistres, vraiment, je leur conseille vraiment d'assurer, en premier lieu d'assurer leur automobile et en deuxième lieu de se rendre compte de ce que la SONAS fait. Parce que j'ai présentement de voir que la SONAS vient de m'indemniser, s'il faut le dire, pour tous les risques que j'ai connus. Le directeur provincial ad intérim de la SONAS, basé à Bukavu, ne cache pas son optimisme. Il en appelle en revanche le propriétaire de véhicules à se mettre à l'abri car personne ne sait quand survient un accident. J'ai des sinistres qui nous a permis de... Okay.
Donc c'était jusque-là le dossier qui était déjà à même d'être payé à la date d'aujourd'hui. Okay? Nous avons payé 14, il y a certains qui ne sont pas bien passés de mois. Comme je l'ai toujours dit, ce sont nos assurés qui doivent nous permettre de payer rapidement les dossiers sinistres. Il ne faut pas que lorsque vous déclarez l'accident, vous devez permettre la constitution du dossier sinistre de manière à ce que nous puissions libérer ces dossiers-là. À l'étape de Kinshasa, c'est encore une centaine de dossiers qui sont payés. Ils se rapportent tous à l'assurance incendie, vie et automobile. Loin d'être une simple activité d'indemnisation, l'opération Jeu du sinistre a aussi une portée pédagogique. Il y a eu plus de peur que de mal. Le bâtiment abritant la direction générale de la SNEL a pris feu ce vendredi en début d'après-midi. Les raisons restent à déterminer par l'enquête qui est en cours. Dieu merci, on note aucune perte en vie humaine. En revanche, les dégâts matériels sont énormes. Marie-Jeanne Bibomba et Cédric Kidimbo. C'est sous le coup des 15 heures, heure de Kinshasa, que les flammes ont envahi cet imposant immeuble. Les feux s'est répartis du 9e étage avant de réduire en cendres le meuble et tout ce qui s'y trouvait. Selon les témoins, le drame est parti d'une des cabines électriques qui a lâché brusquement. Une version qui devrait être confirmée par l'enquête ouverte aussitôt. Les véhicules anti-incendie ont fait des défilés pour maîtriser les feux sans succès, sous l'œil de Bado qui assiste impuissant à la scène. La police anti-incendie a eu tous les mal du monde pour maîtriser les feux. Le ministre provincial de la Sécurité et Population trouvé sur les lieux appelle à la prudence pour éviter de telles tragédies. Il ne se pose pas de problème. Effectivement, nous avons des problèmes dans la logistique, c'est vrai. Mais pour l'instant, le problème qu'il y a, c'est l'intervention, c'est la localisation du foyer de l'incendie. Parce qu'on ne sait pas circonscrire le feu à partir de fumée. Il faut retrouver le foyer et puis asperger les produits nécessaires pour pouvoir le circonscrire. Après les bâtiments abritant la RTGA et Télé 7, l'alimentation express, la liste risque de s'allonger si les précautions ne sont pas prises à temps. Les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Goma ont bel et bien repris depuis le 10 décembre dernier à la grande satisfaction de la population. Pour se rendre compte, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction s'est rendu lui-même sur le lieu le mardi dernier. Fridolin Kashishi-Musoka a mis à profit son séjour dans cette partie du pays pour inspecter les différents chantiers en cours d'exécution et les Ebilonda Kasonga qui étaient de la partie rapportent. À travers ce périple, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction devait s'assurer de la reprise effective des travaux de la voirie urbaine de la ville de Goma. Et ce, après les derniers événements qui ont secoué ce coin du pays. Fridolin Kashishi-Musoka avait promis devant la représentation nationale le 5 décembre dernier que les travaux débuteraient le 10 décembre. Une semaine après, il a choisi de se rendre personnellement sur les lieux pour superviser l'ouvrage, mais aussi pour donner du tonus à l'entreprise commise à cette tâche, en l'occurrence la société Traminco. De l'asphalte plante, en passant par la pondeuse à presse motorisée qui fabrique les bordures de la route, rien n'est laissé au hasard. La délégation longe l'avenue Saké où les ouvriers travaillent d'arrache-pied. Un peu plus loin, le remblayage, le rechargement, le nivelage associé à l'arrosage s'y effectue. Je dois dire que le programme a été relancé effectivement depuis le 10 décembre pour ce qui est de la première phase qui concernait 5 axes importants. L'avenue Rutshuru qui part de l'aéroport vers la ville, l'avenue Saké qu'on a visité aussi, l'avenue Kanyamwanga qui va jusqu'à la barrière qui en fait est la frontière avec le Rwanda sur laquelle on se trouve actuellement. Et il y a bien d'autres avenues, l'avenue du commerce et qui vont être relayées bien sûr par un autre programme qu'on a en commun avec l'Union européenne.
Les séjours du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction à Goma se clôture par la visite du site où sera érigée la nouvelle piste d'atterrissage de cette ville. Fridolin Kassushi-Musoka s'est dit consterné devant le cannibalisme effectué sur les engins de l'entreprise allemande qui s'occupe des travaux. Le compacteur, le concasseur ainsi que le marteau-piqueur ont été détruits lors des derniers événements de Goma. Il est temps que nos populations comprennent qu'en posant de tels actes de vandalisme, l'émergence de toute une nation en pâtit. Faisant d'une pierre deux coups, Fridolin Kassushi-Musoka est descendu jusqu'à Bukavu. Sur place, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction a visité les chantiers en cours exécutés dans le cadre du vaste projet de réhabilitation des infrastructures de base. La délégation conduite par le ministre se rendue jusqu'à 30 km de la ville de Goma à Nyangenzi. Encore une fois, Élisée Bilonda Kassonga. C'est à bord d'une vedette que Fridolin Kassushi-Musoka et sa délégation se rendent à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. De là, la délégation visite la voirie urbaine, admire le pont transfrontalier en pleine construction par la société Safrika sur la Ruzizi. Fridolin Kassushi-Musoka allonge la RN5 jusqu'au village Nyangezi. En compagnie du gouverneur Marcelin Tshisamburu-Ola, il passe en revue la base vie de Sino Hydro Corporation. Point de chute de la visite, la centrale d'enrobé de Bungumisa. Partout, les impressions sont plutôt bonnes. Nous comptons énormément sur le passage du ministre et du DGA de l'Office de route pour être fournis en matériel pour avancer assez rapidement. Non, tout va bien. Pour ce qui concerne la voirie de Bukavu, malgré le ralenti qu'on a observé dans toutes les provinces, étant donné qu'on devait se concentrer sur Kinshasa pour certaines priorités, les travaux ont repris et évoluent aussi bien avec l'Office des voiries et drainages sur financement et du gouvernement provincial et du gouvernement central, mais pour ce qui est aussi des travaux effectués en régie avec la société CNCTPC. Le gouvernement veut donner un coup d'accélérateur à la réhabilitation des infrastructures, particulièrement celles routières. Le projet de réunification de la République démocratique du Congo par route en est un signal fort, mais aussi un véritable projet de développement du pays. Les habitants du quartier Kindélé dans la commune de Mongafula vivent désormais dans la peur et ont visiblement les yeux rivés sur les autorités urbaines. C'est dans la mesure où les eaux de pluie torrentielles de ces derniers jours ont complètement détruit et coupé la route qui mène vers la mission catholique de Kimwenza. Sur place, nos reporters ont trouvé des engins dépêchés par l'hôtel de ville pour décanter la situation. C'est un reportage de Anita Luamboa, Trésor Toabila et Gladys Ngenge. Ainsi, aucune artère n'a été épargnée, chaque endroit ayant reçu sa dose de dégradation. Le phénomène n'est pas nouveau, d'autant plus qu'il revient au galop à l'issue de chaque pluie. Ces conducteurs qui ne savent à quel sein se vouer. Un cri de détresse entendu par des hommes de bonne volonté. Ce tracteur d'une entreprise chinoise est dépêché sur les lieux pour sauver les meubles. Les travaux de remblayage sont amorcés avec espoir de redonner le souffle aux habitants de cette partie de la capitale. Il est à noter que la bonne qualité du réseau routier contribue à réduire un tant soit peu l'enclavement de certains quartiers. Aussi, en l'absence de cette touche qualitative, la densité du réseau routier ne saurait être une réalité. Il faut une véritable cure de jouvence pour ranimer nos routes en les rendant beaucoup plus accessibles. L'entreprise chinoise Huawei et l'Institut supérieur des techniques appliquées s'engagent désormais à travailler en partenariat. Cette collaboration devrait avant tout profiter aux étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur qui auront la possibilité de profiter des équipements de ces géants de nouvelles technologies, de l'information et de la communication pour se mettre à niveau. La signature officielle de ce protocole d'accord a eu lieu ce vendredi au centre Huawei à Gombe. Mariam Boya, Magui Ngiambi, Christian Genze et Cédric Kirimbo. Cette journée restera historique pour l'Institut supérieur de techniques appliquées. En effet, à travers ces protocoles d'accord signés avec la firme, l'ISTA peut désormais s'ouvrir aux TIC.
Après l'inauguration de son centre de formation en mai dernier par le président Joseph Kabila, cette entreprise de haute technologie entend prouver qu'elle n'est pas de passage en RDC. Il y demeurera définitivement afin de contribuer à son développement et faire la promotion des télécommunications. Représentant le DG, Chen Kun, directeur de relations publiques de Huawei, promet de faire de l'ISTA une institution moderne. La société Huawei Technologies est actuellement le leader mondial dans le secteur de télécommunications. Nos produits sont utilisés par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Huawei compte dans le monde plus de 100 bureaux de représentation, 17 centres de développement et 37 centres de formation, y compris le centre de formation de Kinshasa. Du côté de l'ISTA, Pierre Kassengedia, directeur général, remercie le DG de Huawei pour cette volonté d'aménager une salle répondant aux normes de technologie de l'information et de la communication. Huawei et ISTA vont travailler ensemble pour aider ISTA à avoir un enseignement professionnalisé. Huawei va mettre à la disposition de ISTA la documentation des équipements indispensables à cette formation. Et puis aussi, il va pouvoir nous équiper en équipement didactique. Ce protocole d'accord, qui consiste à mettre en place les logiciels et les équipements didactiques performants, est la bienvenue en RDC. Huawei promet de disposer un laboratoire de formation pour les étudiants de l'ISTA. Ceux qui vont exceller seront à la fin retenus comme stagiaires professionnels au sein de cette entreprise. Plus question d'enrôler les enfants au sein de groupes armés. Cette matière était encore au centre d'une journée de sensibilisation organisée par la paroisse scolastique d'Endolo avec le concours de la MONUSCO. Cette tribune d'expression populaire s'est déroulée sous le thème « Non aux enfants soldats, éduquons et protégeons les enfants de la guerre pour un avenir meilleur de la RDC ». Cette manifestation a coïncidé avec le 10e anniversaire de la création du groupe Kizito Anuarite de cette paroisse située dans la commune de Barumbo, Bijumboui, Charletansi et Bébima Lobo. Scénettes, poèmes et danses, le tout pour traduire un message clair, plus question d'enrôler les enfants dans les groupes armés. Pour cette tribune d'expression populaire, le responsable de section protection de l'enfant à la MONUSCO